Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la fin du contrat de travail et notamment sur la dimension formalité de départ. Avant de parler des formalités de départ, un certain nombre de concepts doivent être abordés pour connaître l'environnement de ces contrats, de ces ruptures de contrat, enfin ces fins de contrat. Alors dans un premier cours, nous avions vu la fin du contrat à durée déterminée ou le contrat de mission, très rapidement, juste énoncé. Ensuite, nous avions abordé la démission avec sa définition, certaines informations concernant la démission abusive, forme, conséquences et indemnités. Évidemment, le contrat de travail peut se faire en raison, la fin du contrat de travail peut exister en raison du départ du salarié en retraite. Puis ensuite, on a abordé la notion de licenciement pour motif personnel qui est différente de la notion de licenciement économique. Voilà, ici dans notre programme, il nous est demandé d'aborder uniquement le licenciement pour motif personnel. Donc on avait revu rapidement les conditions de validité d'un licenciement pour motif personnel. Et ensuite, on avait abordé rapidement la procédure avec la convocation, entretien et l'aide de notification du licenciement. Dans les licenciements pour motif personnel, il existe des licenciements pour faute, et on avait abordé la notion de faute sérieuse, faute grave ou faute lourde. Maintenant, il existe une autre procédure de fin de contrat de travail, qui est la rupture conventionnelle qui a été mise en œuvre il y a quelques années. Et cette rupture conventionnelle apporte des avantages pour les salariés et également pour les employeurs et évite des ruptures un peu conflictuelles. Alors cette rupture, elle se déroule en trois étapes, étape 1, 2 et 3. Dans la première étape, les parties, salariés et employeurs, conviennent d'un entretien sans formalisme particulier et le salarié peut se faire assister par une personne de l'entreprise ou par un délégué du personnel ou par un, un délégué qui est nommé sur des listes officielles qui sont à disposition souvent à la mairie ou dans d'autres organismes. L'employeur peut se faire assister par un employé ou une personne d'organisation patronale de la même manière. Dans la deuxième étape, si les parties tombent d'accord, elles signent une convention, d'où la rupture conventionnelle, euh, qui va préciser l'ensemble des modalités, la date de fin du contrat et les indemnités éventuelles que percevra le salarié, au moins évidemment indemnité de licenciement légal. Les deux parties ont 15 jours pour se rétracter de la convention, même une fois qu'elle a été signée. Et la date de rupture, la convention doit être homologuée par la directe. Donc à l'issue des 15 jours, eh bien, la convention est transmise à la directe qui a 15 jours également pour l'accepter. Sans retour de la directe, eh bien, dans les 15 jours, eh bien, la convention est homologuée par la direction du travail. Euh, voilà, donc ici, il y avait une case qui précisait le délai de recours, mais c'est 15 jours après la signature. L'indemnité de rupture, elle doit être au minimum du même montant que l'indemnité légale. Et ici, j'ai reprécisé le calcul d'indemnité légale de licenciement. Là, l'indemnité de licenciement, elle doit être au minimum égale à un quart du salaire brut mensuel, annuel, euh, jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire que pour chaque année, le salarié aura droit à un quart de son salaire brut mensuel. Ensuite,
au-delà de 10 ans, donc s'il a une ancienneté supérieure à 10 ans, il aura un quart fois 10. Et au-delà, c'est la 11e, 12e, 13e année, eh bien, il va avoir droit à un tiers de salaire mensuel par année au-delà des 10 ans. Évidemment, ça, c'est le minimum légal. Les parties peuvent convenir d'une indemnité supérieure, ou les conventions collectives peuvent prévoir des calculs qui dérogent à cette indemnité légale. On verra tout à l'heure que les salaires mensuels pris en compte dans certaines formules est calculé sur les 3 derniers mois, dans d'autres sur les 12 derniers mois. Ça dépend des formules, notamment des conventions collectives. Lorsque le licenciement a été acté, le dernier bulletin qui va être établi et transmis au salarié va faire apparaître des lignes supplémentaires par rapport à son bulletin mensuel, puisqu'on va avoir un certain nombre d'indemnités. Alors la première indemnité, première ou pas, enfin une indemnité qui peut apparaître, c'est l'indemnité compensatrice de préavis. Lorsque l'employeur souhaite que le salarié ne reste pas dans l'entreprise pendant le préavis, qui peut être de 1 ou 2 mois, eh bien l'employeur peut demander au salarié de quitter l'entreprise, mais par contre, il va lui payer la durée, son salaire tel qu'il aurait pu toucher si il était resté les 1 ou 2 mois de son préavis. Donc cette indemnité, elle doit tenir compte de son salaire brut normal, mensuel, ainsi que des éventuelles heures sup structurelles, des primes habituelles, plus les augmentations que le salarié aurait pu avoir, dont il aurait pu bénéficier s'il était resté pendant cette période. Voilà, donc on a un calcul qui est un préavis qui doit être pour les salariés qui ont une ancienneté entre 6 et 2 ans, le préavis doit être au minimum 2 mois. Pour une ancienneté supérieure à 2 ans, eh bien le préavis sera de 2 mois. D'un minimum de 2 mois. Évidemment, toutes les conventions collectives peuvent déroger à ça. Juste pour information, le salarié, quand on lui demande de réaliser son préavis, donc évidemment, s'il réalise son préavis, il va toucher les 2 mois, les salaires, il va toucher ses salaires bruts normalement. Donc là, il n'y aura pas d'indemnité compensatrice de préavis. Mais j'avais noté une information qui précisait que pendant le préavis, le salarié, s'il est effectué, a des 2 heures d'absence autorisées pour la recherche d'emploi. Voilà, donc l'indemnité compensatrice de préavis n'apparaît sur le bulletin que si le salarié est exonéré par l'employeur de préavis et qu'il lui paye. Ensuite, il va y avoir une indemnité compensatrice de congé payé. Le salarié n'a peut-être pas soldé au jour de son départ de l'entreprise, il n'a peut-être pas soldé les congés acquis sur la période N-1, et il n'a peut-être pas soldé les congés qu'il a acquis sur la période N+1. Donc ces congés génèrent une indemnité que l'employeur doit verser au salarié. Donc il y aura une ligne qui apparaîtra en haut du bulletin, indemnité compensatrice de congés payés. Je précise également que ces deux indemnités, compensatrices de préavis et congés payés, eh bien, sont toutes les deux soumises à l'impôt sur le revenu et soumises aux cotisations sociales. Donc, ce qui veut dire qu'elles vont apparaître en haut du bulletin pour être soumises aux cotisations. Ensuite, il va y avoir une indemnité de licenciement. Et c'est ici que j'avais précisé que le salaire mensuel qui est pris en compte dans le calcul des indemnités de rupture, eh bien, peut être calculé comme une moyenne des 3 derniers salaires ou des 12 derniers salaires. La formule est toujours fournie dans les applications. Et on a parlé tout à l'heure de la formule légale. Alors cette indemnité de rupture, elle n'est pas soumise à cotisation et elle n'est pas soumise non plus à l'impôt sur le revenu. Donc elle apparaîtra évidemment en bas du bulletin puisqu'on souhaite ne pas la soumettre à cotisation sociale. Ensuite, il existe une indemnité spécifique au CDD. Lorsque vous avez un CDD, les salariés bénéficient d'une indemnité
de fin de contrat de 10%. Par contre, il y a beaucoup d'exceptions, les CDD saisonniers, les CDD d'étudiants qui n'ont pas, ne touchent pas cette indemnité de 10%, qui est appelée aussi indemnité de précarité. J'ai rappelé ici que un contrat CDD ne peut pas être rompu avant la date du terme, ni par l'employeur ni par le salarié, sauf cas particulier. Là, pour l'employeur avec accord de la directe et pour les salariés, ils peuvent rompre le contrat s'ils justifient d'un CDI ou d'autres cas, force majeure par exemple, ou accord des deux parties. Voilà, au niveau des formalités, donc on a abordé l'ensemble des connaissances qui entourent la fin du contrat de travail. Eh bien, on a un certain nombre de formalités qui sont obligatoires. Donc, l'opérateur de paye doit, en même temps que le bulletin qui est remis au salarié, doit lui remettre un certain nombre de documents. D'abord, il lui remet un certificat de travail dans lequel il fera le point sur la portabilité. Donc, ce certificat de travail, c'est une obligation, sous peine de sanction financière. L'entreprise doit remettre ce document et permet de prouver au salarié qu'il est libre de tout engagement et de postuler auprès de notre employeur. Ce certificat de travail va reprendre l'identité des parties, les dates entrée-sortie, la nature de l'emploi occupé, les dates et signatures de l'employeur. La portabilité concerne les salariés qui bénéficient de complémentaires santé ou de prévoyance ou tout avantage social. L'employeur doit donner l'ensemble des informations concernant ces éventuelles prévoyances, couvertures, le salarié va en bénéficier parfois un certain temps après la fin du contrat de travail. Il doit donc avoir toutes les informations pour pouvoir les activer et en profiter. Voilà, donc la mutuelle qui est devenue obligatoire doit être évidemment notée avec les identifiants, en fait toutes les informations nécessaires à la mise à l'utilisation. Ensuite, il va y avoir une attestation Pôle emploi qui reprend les identifications des parties, les postes occupés, les motifs de rupture, dernier salaire versé, montant des indemnités. L'entreprise va émettre aussi un reçu pour solde de tout compte, qui est un document obligatoirement à délivrer au salarié, qui reprend l'ensemble des indemnités que le salarié a perçues, indemnités ou remboursement de frais, enfin l'ensemble des sommes que le salarié a perçues et à quel titre il les perçoit. Et les deux parties doivent le signer. Mais au départ, c'était pour désengager l'employeur, mais maintenant, le salarié dispose de 6 mois pour dénoncer le reçu. Imaginons qu'un salarié était licencié, il n'est pas en état de bien vérifier que les calculs ont été correctement faits, bien il pourra le faire et il aura 6 mois pour dénoncer le reçu. Et une fois que les 6 mois sont passés, les signatures deviennent délibératoires, il n'y aura plus de recours. Ensuite, si le salarié a bénéficié d'épargne salariale, il faut remettre des documents au salarié qui donnent toutes les informations, les informations nécessaires pour le suivi de cette épargne. Voilà. Voilà, ça peut être aussi des participations. Ensuite, donc ça c'est le document à remettre au salarié. Ensuite, dans les formalités, l'entreprise doit réaliser une DSN événementielle si la fin du contrat tombe en milieu de mois, et sinon la DSN mensuelle reprendra le départ du salarié. Donc là, ça fait partie des obligations habituelles, donc il n'y a rien de particulier. Ensuite, il y avait
auparavant, l'employeur devait remettre le bordereau individuel d'accès à la formation. C'était pour que le salarié soit informé du droit, des jours, des indemnités, des droits à la formation qu'il a acquis. Et maintenant, cette obligation a été abrogée puisque l'information est beaucoup plus accessible par les salariés avec les modifications, les dernières modifications. Voilà pour les formalités. Donc, on pourrait dire au niveau des formalités administratives euh, qui est vraiment le point important de ce cours pour votre examen. Bien, vous devez savoir quelles sont ces formalités, savoir les expliquer. Donc le certificat de travail avec la portabilité, l'attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de compte, l'éventuel récapitulatif de l'épargne salariale et formalité administrative, la DSN événementielle. Voilà, donc vous devez pouvoir expliquer l'ensemble de ces formalités et évidemment connaître la liste. Par la suite, nous allons étudier un bulletin de fin de contrat et nous verrons comment l'impact comptable d'un licenciement. Voilà, bon, rien de particulier. Ceci dit, le dernier bulletin peut être parfois complexe puisque de nombreuses indemnités soumises à cotisation, une non soumise à cotisation, vont apparaître sur le bulletin. Et dans tous les cas, vous devez être capable de justifier, expliquer, contrôler un certain nombre d'éléments au regard de la documentation qui vous est fournie, que ce soit des règles légales ou des règles conventionnelles. Voilà, j'espère que vous aurez appris de nombreuses choses sur la fin du contrat de travail. Puisque nous avions vu la signature du contrat de travail, bien, on arrive à la fin du contrat de travail. Voilà, merci beaucoup.